Bonjour à tous. Pour cette série qui continue sur le fait de devenir prof, qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais vous proposer quelques erreurs que j'ai faites de mon côté lorsque j'ai commencé à enseigner pour peut-être que vous puissiez vous les avoir à l'esprit et ou bien les corriger plus vite ou carrément les éviter. La première erreur que j'ai faite, qui n'est pas une erreur très grave à mon avis, mais qui m'a quand même valu quelques difficultés pédagogiques au début, c'est de confondre mes élèves avec des étudiants. En fait, j'étais tellement habitué à graviter dans un univers d'étudiants en philosophie, de personnes qui comprennent relativement vite les arguments qu'on leur pose, qui sont capables de prendre des notes, qui sont capables, on va dire, de saisir les enjeux d'un problème philosophique relativement vite, au début de mon enseignement, je pense que j'ai fait une erreur pédagogique qui est normale, hein, c'est de surestimer les élèves. Alors je précise tout de suite ce que j'entends par là, parce que je crois qu'il y a aussi un écueil classique quand on devient prof, c'est de sous-estimer les élèves, justement par précaution excessive quant à notre public. C'est-à-dire on anticipe trop que le public que l'on a, il ne connaît pas la philosophie, il n'en a jamais fait, et du coup on va avoir tendance parfois à le sous-estimer. Alors qu'à mon avis, on peut aller relativement loin avec une classe à l'écoute, c'est-à-dire qu'on peut pousser relativement loin des arguments philosophiques et quand même avoir des gens qui nous suivent, qui entendent, qui comprennent ce que l'on raconte. Donc il ne s'agit pas, lorsque je dis que je les ai surestimés, de considérer que les élèves de philosophie, les élèves de terminale, ne sont pas capables de comprendre des arguments complexes. Par contre, l'une des choses que j'avais sous-estimé, on va dire, c'est le fait que c'est pas évident de comprendre rapidement un argument, même s'il est clairement expliqué. Ça veut dire que dans l'hypothèse que je me faisais, de métier sans doute, l'hypothèse que je me faisais du métier, c'était sans doute que si l'argument est bien mené, si le propos est clair et limpide, a priori, il va être compris très vite, si ce n'est en un coup. Je me le formulais pas comme ça, mais finalement, ma manière d'enseigner supposait en fait cette hypothèse-là. Et c'est une idée qu'on a implanté, en quelque sorte incrusté dans notre esprit à force d'entendre des cours à la fac, en prépa, peu importe, où le prof va très vite et où on sent bien que de notre côté, l'argument qu'on comprend, c'est celui qui a été très clair. Mais en fait, dans le cadre d'un enseignement efficient, on va dire, en terminale, ça ne suffit pas d'être très clair. Il faut être très clair, il faut être le plus vivant possible, mais il faut aussi répéter. Il faut passer par plusieurs répétitions. Il faut proposer une prise de notes ultra claire pour les élèves. Pour le dire autrement, il ne suffit pas d'être dans le cadre d'un cours magistral, par exemple, d'une grande clarté et d'une grande vivacité mentale, on va dire, et avoir vraiment réussi à accorder l'ensemble des liens logiques entre eux de manière limpide, pour que l'élève en face de vous ait l'ensemble des éléments pour pouvoir revenir sur son cours et même le comprendre au moment où vous en parlez. Il y a des difficultés liées même à des difficultés dans le cadre d'un raisonnement logique pur qu'il faut réussir à déplier avec les élèves, à repérer, et puis simplement il y a une certaine vitesse d'argumentation philosophique à laquelle vous êtes habitué parce que en fait vous la pratiquez depuis des années, auquel les élèves ne sont pas habitués. Le corrélat, on va dire le lien, je sais pas, oui, la chose qui est reliée à cette erreur de jeunesse, on va dire, c'est que je baignais tellement dans un univers de profs de philo, d'élèves de philo, d'étudiants en philo, etc., en étant à la fac, que j'avais presque oublié, et vous l'avez peut-être oublié aussi sans vous en rendre compte, que la philosophie, c'est une méthode et une démarche intellectuellement étonnante, surprenante et rare, dans le cadre normal de la vie courante, on va dire. C'est-à-dire que la forme même des arguments que vous allez utiliser, lorsque vous allez parler de la liberté, de l'existence, du temps, de la politique, peu importe, c'est une forme qui est peu usitée par les élèves, peu rencontrée par la plupart des élèves. Et donc, il faut une sorte de temps d'habituation, comme quand on se baigne dans la mer, même si l'eau est bonne, il faut mettre un peu de temps avant d'y aller, il faut réussir à se mouiller la nuque en quelque sorte. Et donc, votre job, c'est pas seulement d'être clair à mon avis, notre job, c'est pas seulement d'être clair, c'est d'être aussi de prendre en compte en quelque sorte le rythme des élèves et donc parfois d'accepter une forme de lenteur et de répétition qui vous semblent inutiles et qui vont peut-être d'ailleurs aussi sembler inutiles à une partie de la classe, mais qui est nécessaire pour que vous puissiez accompagner le maximum d'élèves possible. Alors la deuxième erreur que j'ai faite, c'est relativement à ma position de prof.
Je ne vais pas reparler de la position du prof face à la classe, ça je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet-là, mais globalement dans le lycée j'ai mis pas mal de temps à me positionner comme un prof, parce qu'en fait j'y croyais pas moi-même. Et ça a une certaine incidence, c'est pas non plus une erreur dramatique, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. À partir du moment où vous appartenez à une équipe pédagogique et où vous êtes prof, même stagiaire, vous êtes prof. Et donc ça veut dire que vous avez le droit, et vous avez même pas le devoir, mais ça fait partie de votre job, d'essayer en tout cas d'incarner cette position et de la soutenir lorsque c'est nécessaire. Je vais prendre un exemple très concret et en dehors de la classe pour que vous compreniez. Longtemps, les premières années, j'avais du mal à m'affirmer par exemple en conseil de classe. Dans les conseils de classe, donc il y a les profs de l'équipe pédagogique, le proviseur ou le proviseur adjoint, le professeur principal de la classe où vous êtes prof, et en fait je laissais les gens parler, je laissais les gens discuter sur les élèves, etc. Et il y a des points où parfois j'étais en désaccord, ou en tout cas j'avais quelque chose à rajouter, mais je ne sais pas trop le faire, parce que bon, j'étais un peu inconfortable dans ma position de prof, j'avais peut-être l'impression que j'étais pas complètement légitime à dire quelque chose, et j'ai mis un petit peu de temps à être capable de m'affirmer pour dire, je sais pas, bah non, ce que vous dites à mon avis sur telle situation, sur tel élève n'est pas juste, ou peut-être par exemple, je vais prendre des cas concrets, pendant les conseils de classe on doit mettre des petites friandises en quelque sorte pédagogiques, donc encouragement, compliments, félicitations, vous voyez ce genre de choses associées à l'appréciation générale. Bon, ben, si je constatais, ou j'avais l'impression de constater une sorte d'injustice parce que quelqu'un avait eu, je sais pas, les compliments et pas un autre élève alors qu'il me semblait plus ou moins être dans le même univers, dans le même champ, je n'osais pas trop le dire. Aujourd'hui, si je vois qu'il y a une injustice, ou c'est pas une injustice volontaire du conseil de classe, mais en tout cas un décalage, j'ose m'exprimer, et je trouve qu'en fait la plupart du temps c'est productif, c'est-à-dire que ça produit ou bien une discussion où ça éclaire le pourquoi du comment, il y en a un qui a eu quelque chose, pas l'autre, ou autre situation, ou bien carrément on admet que j'ai raison et puis on corrige cette erreur, on va dire. Et donc, votre place en tant que prof, c'est aussi celle-ci, c'est-à-dire en dehors de la classe, dont j'ai déjà parlé, vous êtes prof, et donc vous avez le droit d'incarner cette position, cette posture, sans que ça suppose de surjouer une légitimité ou une force. Ça veut simplement dire que parce que vous avez des élèves devant vous pendant toute une année, vous avez sur ces élèves et au sujet d'une classe une certaine expertise ou une certaine connaissance que vous avez le droit d'exprimer pendant un conseil. Voilà. Alors la troisième erreur que j'ai faite, et ça pour le coup elle a duré plus longtemps étrangement, c'est ne pas assez connaître le système, le rouage, ne pas assez connaître le lycée. Ça veut dire qu'en gros j'étais dans un lycée, où je me retrouvais dans un lycée, et j'ai mis super longtemps, dans le premier lycée où j'ai vraiment été après titulaire, j'ai mis vraiment longtemps à comprendre exactement, et ça paraît naïf et idiot, donc j'ose dire quelque chose, j'espère que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, et que d'autres personnes me diront oui moi aussi. Donc peut-être que j'étais spécialement idiot ou un peu dans la lune, mais en gros j'ai l'impression que quand on commence à être prof, il y a plein de choses qui sont du régime de l'évidence pour tous les collègues qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et du coup c'est presque comme si on n'osait pas trop poser des questions qui semblent tellement naïves, tout le monde semble avoir la réponse, et donc d'une manière étrange, il y a plein de choses où j'aurais pu avoir des réponses et accélérer en fait des process simplement en posant la question, ok, c'est où que je dois aller pour demander ça, qu'est-ce que je dois faire exactement pour faire ceci ou cela. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vous donne un cas concret que j'ai déjà donné parce qu'en fait c'est le cas le plus classique. Vous avez envie d'appliquer une sanction contre un élève, ou vous avez besoin de faire quelque chose avec un élève, genre je vais donner un exemple tout simple, lui mettre 2 heures de colle, mais vous n'osez pas le faire parce que vous ne savez pas exactement le protocole. Vous ne savez pas par où vous devez passer. Vous voulez virer un élève, mais vous ne savez pas exactement ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut remplir un papier? Est-ce qu'il faut demander à l'élève de sortir tout seul, ou est-ce qu'il faut le faire accompagner? Il faut le faire accompagner. Comment ça se passe, vous voyez? Et il y a plein de choses comme ça, sur des projets par exemple. Ok, comment ça se passe pour monter un projet? À qui je dois m'adresser? Comment je dois faire pour demander des budgets? Vous voyez ce genre de choses. Et j'ai mis très longtemps à comprendre le système, et à l'apprendre, l'appréhender en fait
sur le tas, comme on dit, mais il y aurait plein de choses que j'aurais pu apprendre beaucoup plus vite et connaître beaucoup plus vite en très peu de temps. Et en fait, ça m'aurait accéléré plein de processus, et puis ça m'aurait libéré aussi sur plein de choses, parce qu'en fait, il y a plein de choses que j'osais pas faire, simplement parce que, je sais pas, je savais pas exactement le protocole. Vous voyez, organiser une sortie ponctuelle, est-ce que je peux faire un cours dehors un jour pour une raison X ou Y, et si oui, à qui il faut que je demande, comment est-ce qu'il faut que je demande, comment est-ce que je contacte des parents pour prendre rendez-vous avec eux, enfin, vous voyez. Donc, n'ayez pas peur de poser des questions. Pour le coup, maintenant, je fais partie des profs qui sont profs depuis 12 ans, donc je peux vous dire qu'un jeune prof, un stagiaire qui vient poser des questions qui pourraient sembler naïves ou entre guillemets simples, bah en fait, jamais on les considérera comme stupides parce que la plupart des profs sont passés par là et c'est normal de ne pas savoir. En fait, c'est complètement normal quand on arrive dans un système complexe et un peu obscur avec des règles implicites de ne pas comprendre. Donc, posez des questions, renseignez-vous aussi un petit peu comme si vous le pouvez selon comment vous sentez les collègues avec qui vous vous sentez en confiance sur un peu les climats parce qu'il y a aussi dans les lycées des sortes de règles implicites qui sont liées parfois aux personnes. Hein. Je sais pas, telle personne qui est, je sais pas, l'infirmière du lycée, on sait que sur tel sujet c'est compliqué ou telle chose pour la vie scolaire par exemple, il faut le savoir parce que c'est important, j'en sais rien, ça peut être lié on va dire, à des climats de lycée, donc essayez de vous renseigner subtilement là-dessus, n'ayez pas peur en gros de poser des questions sur la manière dont fonctionne la machine. Et puis une dernière chose qui m'a posé quelques problèmes au début, c'est que je suis quelqu'un de timide. Et je pense que je vais parler de cette question-là, notamment pour la question de la pré-rentrée, qui est un moment dangereux pour un jeune prof. Mais en gros, je suis quelqu'un de timide au sens où je peux avoir du mal à aller vers les gens spontanément parce que j'ai peur de les déranger. Et donc c'est une remarque que je fais parce que en fait, bizarrement, j'ai l'impression que dans ce métier, ça m'a parfois un peu bridé aussi sur le rapport que je pouvais avoir avec les collègues. Et ça m'a empêché en quelque sorte au départ parfois d'avoir des courroies de transmission plus rapides. C'est-à-dire même d'un point de vue purement professionnel, indépendamment de l'aspect social du métier, hein, mais sur un plan purement professionnel, cette timidité ou cette gêne a été un peu un frein parfois. Et donc je peux pas vraiment dire que c'est une erreur ou je peux pas vraiment vous donner comme conseil de pas être timide parce que si vous êtes timide, bon bah c'est comme ça. Mais en gros, ce que je peux vous dire, c'est que il y a toujours des nouveaux profs dans un lycée, mais en même temps il y a plein de profs qui sont là depuis des années. En gros, c'est un système qui fonctionne, c'est comme une entreprise, j'imagine, mais c'est vraiment un système qui fonctionne sur des mécanismes ou des rouages qui parfois sont là depuis très longtemps, avec des dynamiques de groupe, etc. Et comme il y a un renouvellement annuel de nouveaux profs, et que c'est un métier quand même qui isole relativement, ça produit une sorte de mécanisme, parfois sans que les anciens profs s'en rendent compte, c'est que les jeunes profs timides n'osent pas vraiment s'insérer ou s'inscrire dans les dynamiques de groupe. Et c'est pas parce que les collègues ne veulent pas socialiser avec les nouveaux, c'est juste que en fait, les lieux de socialisation sont assez spécifiques et si vous n'y allez pas ou si vous n'osez pas y aller ou pour des raisons pratiques vous ne vous y rendez pas, c'est vrai que vous pouvez vous retrouver un peu isolé dans ce métier parce qu'en fait vous êtes tout seul face à votre classe, vous faites votre emploi du temps et puis après vous partez et vous rentrez chez vous. C'est pas comme dans un métier classique où même si on est de nature un peu timide, un peu gêné pour aller vers les gens, spontanément en quelque sorte on va devoir le faire parce qu'on va devoir travailler en équipe tout de suite ou parce qu'on est dans un open space, j'en sais rien. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Les lieux de socialisation, par exemple, que moi je ne fréquentais pas, c'était la cantine. Moi je rentrais chez moi pour manger. Bon évidemment, si vous n'allez pas manger au self, vous pouvez considérer que vous loupez une forme de moment de socialisation. Je ne vais toujours pas au self. Les lieux de socialisation, c'est aussi la salle des profs, mais à certains moments, pendant les récréations. Mais les récréations, c'est des moments complexes si vous êtes un peu timide, parce que c'est des moments où il y a peu de temps, où les collègues vont se retrouver vite entre collègues de même discipline, par exemple, pour discuter de 2 ou 3 trucs, etc. Mais il y a toujours des gens qui sont là et avec qui vous pouvez parler. Ce que je veux dire, c'est que quand on est un peu timide, quand on a un peu du mal parfois à rentrer dans
dans le lien, le métier de prof n'est pas forcément le plus simple dans le cadre des rapports avec les collègues. Donc ce que je peux dire, c'est que même si vous avez parfois l'impression qu'il y a des dynamiques de groupe qui se mettent en place devant vous et auxquelles vous appartenez pas, il faut pas avoir peur et il faut vraiment oser aller vers les profs et parler avec vos collègues en dehors même du champ purement professionnel, c'est-à-dire pas simplement pour des raisons techniques. C'est-à-dire il faut ne pas craindre, c'est le conseil que je voudrais me donner à mon moi de jadis, ne pas craindre, aller vers les autres qui sont autour de vous, parce que c'est aussi eux, on va dire, qui sont l'appui que vous allez avoir lorsque vous allez avoir des difficultés, des questions, des problèmes. Et je pense que la plupart des profs qui sont là depuis longtemps sont au contraire très curieux et très contents en quelque sorte de rencontrer des nouvelles personnes, précisément parce qu'ils sont dans le lycée depuis des années et que donc toute nouvelle rencontre, toute nouvelle personne, c'est aussi une nouveauté à explorer, en quelque sorte une nouvelle relation à explorer, et donc c'est toujours intéressant. Donc le dernier conseil que je me donnerais, ou la dernière chose que j'aurais à me dire si je devais revenir en arrière, c'est de me dire, bon, ok, force-toi un petit peu si tu y arrives, parle un peu plus vite avec les gens, parce que les amitiés ou les liens que tu vas créer au fur et à mesure, tu aurais pu les créer un tout petit peu plus vite si tu t'étais juste un tout petit peu poussé à des moments cruciaux. Et d'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo sur un moment crucial, qui sera peut-être une vidéo qui ne parlera qu'à une petite partie de mon auditoire, parce que c'est peut-être très spécifique comme problème, mais je vais vous parler de la pré-rentrée bientôt, parce que c'est un moment, je trouve, très particulier dans la vie de l'enseignant, et qui en plus le premier moment auquel on est confronté quand on est jeune prof, et ça peut être intéressant un petit peu de débroussailler ce qui s'y passe et qu'est-ce qu'on y fait. Voilà. Merci beaucoup pour tous ceux qui suivent ces vidéos. Je suis super content de savoir que ça sert. Je suis super content de voir que ça peut soulager des gens. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas pour suivre les prochaines vidéos que je ferai sur le sujet. Et à très vite.